Bonjour, je suis Noémie Alphonse, j'ai 28 ans. Et qui est Noémie Alphonse? Noémie athlète et Noémie la personne, c'est deux personnes différentes, je peux dire. La personne, elle est plus timide, réservée. On va dire, je suis un peu introvertie. Je ne sors pas beaucoup. J'aime bien écouter de la musique. Ouais. Alors, mon handicap, c'est depuis la naissance. En fait, je devais naître garçon. De ce qu'on a dit à maman, c'était ça, que j'allais être un garçon. Mais finalement, je suis née fille avec un handicap. Je ne sais pas exactement le mot exact pour le handicap, mais on a dit que c'était congénital. Certains docteurs ont dit que il y a une voile qui enveloppe l'armée, les pieds. Après, les vieilles personnes, une vieille dimoune, c'était une maman qui, peut-être qui pendant éclipse, si tu peux couper la viande, ça fait comme ça. Mais moi, je pense que c'est plus la volonté de la personne qui nous regarde d'en haut. Et ouais, et quand mes parents ne savaient même pas que j'allais avoir un handicap quand j'allais naître, ça a été plus un choc pour eux. Mais ils ont fini par accepter. C'était un peu difficile au début, mais après, vu que j'étais déjà là, pas tout à fait dans les plus. Et ben, ils m'ont grandi comme un enfant sans handicap. Ça veut dire que si je me suis fait mauvais, à l'époque, je me suis battu. Et si je me suis mauvais aussi, je me suis fait punition. Et j'ai passé plus mon enfance chez mes grands-parents qui habitent à Saint-Julien. Donc j'ai grandi avec mes deux oncles qui sont les deux petits frères de maman. Et me tiens un garçon manqué, on va dire. Derrière de chez ma grand-mère, il y a la rivière et ben, tu fais la pêche poisson. Il y a toujours un jardin. Et me type, comme pas si pesé faire ça, me type traverse la rivière pour aller dans le jardin avec mon prothèse qui fait pour me donner l'eau et me type battre que ça. Pourquoi justement de prothèse? Tu peux nous dire exactement quels sont les handicaps que tu as? Alors, l'handicap que j'ai, c'est que je manque un pied, mon pied gauche. J'ai mon genou, mais j'ai pas ma cheville et les orteils. Après, côté droit, j'ai un seul orteil. Après, mes mains sont comme ça. Le truc qui est beaucoup plus positif avec le temps que j'ai réalisé, c'est que quand tu dois passer la crème sur ton pied, j'ai un seul pied à passer la crème. J'ai pas besoin de faire beaucoup, je dois pas payer très très cher pour faire manicure parce que j'ai que 3 ongles et pédicure aussi, un orteil. Donc, salon pas trop gay la vie et quoi. Mais ouais, ça a été compliqué au début parce que... Il y a un moment justement que tu t'es sentie différente. À quel moment parce que vu que tu me dis que tes parents t'ont grandi justement comme un enfant normal, oui. À quel moment que toi tu t'es sentie... Il y a un moment où tu t'es sentie différente des autres enfants? En fait, ça a été au début... Enfin, quand j'étais avec ma famille, je passais mon temps avec mes oncles, mes cousins. Je voyais ça pas différent. Je me voyais pas différent de ma famille. J'ai ressenti vraiment la différence et voir que j'avais un handicap, c'est quand j'étais allée à l'école primaire. C'est là, le premier jour, tout le monde te pose des questions. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu manques des doigts? Pourquoi tu es différente de nous? Pourquoi tu n'as pas un pied? Tu entends ça régulièrement. Il y a 40 enfants dans une classe. Tu as 40 enfants qui vont te poser la même question. Et moi, je ne savais pas quoi dire parce que pour moi, j'étais un enfant comme tout le monde et je ne voyais pas la différence. Et c'est là que j'ai vraiment réalisé que j'étais différente. Mais je ne sais pas après, peut-être quand ils m'ont vu courir, après j'ai dit, mais comme ça, c'est pour ça qu'ils se sont habitués aussi, je crois. Après une semaine, j'avais beaucoup d'amis, je courais avec tous les garçons, toutes les filles, donc pour eux, c'était normal. Et j'ai passé 6 ans avec eux. C'était juste la première semaine quand j'étais en grade 1, avant c'était first.
Et c'est là qu'ils ont posé des questions, mais après, il n'y avait pas vraiment de questions. C'est plus les autres classes, les nouveaux qui rentraient à l'école, c'est eux qui posaient des questions. Et j'ai fait face au bullying aussi, qui était un peu plus compliqué. Et c'était mes camarades de classe qui étaient genre, il n'est pas différent de nous, etc. Qui te défendaient. Exactement, mais ça me faisait plaisir. Mais quand tu es en primaire, c'est plus facile, quand tu peux courir, tu peux jouer à cache-cache, personne ne te pose des questions. Mais là, plus tu grandis, plus en plus quand tu es entouré des filles, c'est plus compliqué, on te pose des questions. Pourquoi tu ne portes pas des vernis, etc. Et moi, je ne portais vraiment pas de vernis. Et ça devenait un peu plus compliqué. Pourquoi je ne porte pas de shorts quand je sors? C'était compliqué par rapport aux autres ou bien c'était compliqué par rapport à un complexe pour toi? C'était compliqué par rapport aux autres et par rapport à moi parce que je n'assumais pas mon handicap. C'est là que j'ai réalisé que j'assumais pas mon handicap et je ne savais pas comment expliquer aux autres que ça me mettait mal à l'aise en fait. Et finalement, quand je rentrais à la maison, souvent je demandais à maman mais pourquoi j'étais différente, pourquoi c'est comme ça, pourquoi je ne suis pas née comme tout le monde, est-ce qu'un jour je vais me marier, est-ce qu'un jour je vais avoir une vie comme tout le monde, est-ce que tout le monde va m'accepter. J'avais tout plein de questions que mes parents ne pouvaient même pas répondre parce qu'eux, ils croyaient que c'était facile pour moi, on va dire, en quelque sorte, dans le sens où je m'affirmais, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'eux aussi, ils ont découvert que c'était un peu plus compliqué pour moi. Et je passais tout le temps mon temps, et c'était aussi un truc que ma maman faisait aussi, apporter des longs vêtements pour que personne ne pose question et que moi, je sois un peu plus à l'aise, on va dire. Mais quand on partait à la plage, c'était compliqué pour moi parce que tout le monde regardait. Il y avait des parents qui me pointaient du doigt, qui disaient « Ouais, get-ce du pied, pas que c'est que ça te suffit là. » Et quand moi je voulais... Oh oui. Et quand moi je voulais nager, il fallait que mon papa me porte et me mette dans l'eau. C'était vraiment compliqué quand je voyais toutes les filles en bikini, marcher, etc. Et moi je ne pouvais pas marcher et il fallait me prendre. Et je me suis tout le temps posé la question, mais est-ce que ça va être comme ça tout le long de ma vie? Est-ce que quelqu'un doit me porter jusqu'à l'eau pour que je puisse entrer dans l'eau et nager? Enfin, même pas que nager, hein, avec ça des balles. mais ça a été compliqué, mais après, c'est vraiment quand je suis rentrée dans le sport, où j'ai rencontré des gens avec des handicaps. Quand j'ai fait ma première compétition en Italie, c'est là que j'ai réalisé que, ouais, je suis dans mon monde et que si ces filles-là, ces garçons-là peuvent s'assumer, ils aiment comment ils sont, ben pourquoi pas moi alors? Ok, on va revenir là-dessus. Je reste un peu sur le début. Tu me parlais justement de ta prothèse. Ta prothèse, tu as eu depuis quel âge? Alors, en fait, quand je suis née, mon handicap n'était pas vraiment comme ça. Hein. C'était plus pour mon pied gauche, c'était comme si une boule de chair et qu'il fallait comme si amputer pour que je puisse marcher. C'était pareil pour mes mains. Il fallait, à Maurice on a dit, il fallait attendre que j'ai 3 à 5 ans pour pouvoir m'opérer. Et mes parents, ils se sont demandé, mais si je dois attendre tout ça, mais à quel moment je vais commencer à marcher? Et on a fait une personne du côté de maman, je crois que c'est le beau-frère de maman, si je ne me trompe pas, qui connaît des personnes à La Réunion et c'est comme ça qu'on est parti à La Réunion pour faire une première opération. Et là-bas, ils ont dit que j'aurais dû venir comme je suis née et que je suis arrivée à La Réunion quand j'avais 6 mois. Mais quand même ça, ils ont pu faire mon amputation. Et de là, il y avait une fille qui avait mis ses 2 mains et ses 2 pieds. Et elle montait à bicyclette, elle portait des prothèses. Et c'est comme ça que maman a pu avoir un déclic aussi que j'aurais une vie un peu comme tous les enfants. Et la fille, elle portait des prothèses à la main et aux pieds. Et en fait, à Maurice, on ne savait pas où trouver des prothèses et c'est là qu'ils ont expliqué à Grande-Rivière, il y a une personne qui peut fabriquer des prothèses parce qu'ils font des prothèses pour les personnes diabétiques. Et comme on est retourné, on est venu, on a pris des rendez-vous pour faire une première prothèse et
En fait, la prothèse en fait, quand on est arrivé à l'atelier où ils fabriquaient des prothèses, ils ont dit à mes parents qu'ils ne font pas des prothèses pour les enfants, c'était plutôt pour les adultes. Mais il y avait un monsieur qui était hyper gentil, il s'appelle Moussa. Et il a dit, il peut essayer, mais il ne promet pas que ça va être hyper bien. Mais juste pour que je puisse me mettre debout. Il fallait juste que j'apprenne à me mettre debout, en fait. Et j'avais, je crois, 6-7 mois, un truc comme ça. Et ils ont fait, on va dire, un mini pied. Et quand je regarde ça maintenant, ça ressemble à les pieds des poupées en fait. Que tu as toujours? J'ai toujours, que j'ai gardé. Et que, ouais, j'ai commencé à marcher à l'âge de 9 mois avec la prothèse. À la base, c'était pas fait pour marcher. C'était fait que pour que je puisse tenir l'équilibre, me mettre debout, etc. Et quand je suis revenue à l'atelier, j'étais en train de marcher avec la prothèse. Et le monsieur, il était choqué. Il a dit à mon papa, mais c'était pas fait pour marcher. Et finalement, c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire des prothèses pour moi. Et aussi à faire des prothèses pour d'autres enfants aussi. Et ils étaient hyper contents. Et moi j'étais tellement contente. Et c'est une des prothèses que, comme je vous ai raconté au début, il fallait pas que je marche dans l'eau. Parce que c'était fait en genre de bois et mousse. Et comme ça prend l'eau, ça gonfle et après ça casse en deux. Donc, j'étais pas supposée marcher avec et je faisais beaucoup de bêtises avec. J'ai appris à monter à bicyclette avec. Mes oncles m'ont appris à monter à bicyclette. Et ouais, je peux dire que grâce à cette prothèse-là, je pouvais courir, je pouvais être comme un enfant. Mais c'est une prothèse normal. qui serait changée chaque combien? En fait, je devais changer de prothèse à chaque fois que je grandissais ou que je grossissais. Mais le truc, c'est que je grandissais pas beaucoup. J'ai 28 ans et je mesure 1m60. Et que je grossissais pas aussi. Donc, c'était quelque chose de bien pour mes parents. Et le truc, c'est que la prothèse que le monsieur faisait pour moi, c'était gratuit. Et c'était vraiment bien parce que ça allait être difficile, ça allait être compliqué de payer autant de sous pour une prothèse. Avant c'était cher, maintenant c'est encore plus cher. Donc du coup tu as bénéficié de cette prothèse gratuite avec ce monsieur-là combien de temps? Pendant presque 15 ans. C'est vrai? Oui, presque 15 ans. Parce que après la dernière prothèse que j'ai changée, j'avais 15 ans. Et je me suis servi de cette prothèse-là jusqu'à que j'ai 22 ans, je crois. C'est pas que j'ai grandi. Ouais, il est toujours là, ce monsieur-là? Il est toujours là. Maintenant, il ne travaille plus à l'atelier où il était avant parce que c'est fermé. Mais là où je fais ma prothèse maintenant, c'est à Beaubassin, chez Marie Sanel. Et il travaille là-bas aussi. Il aide de temps en temps. Mais c'est un monsieur qui n'est même pas mauricien en fait. Okay. Je ne sais pas de quelle origine il est, mais il est hyper gentil. Sourire, c'est ce qu'il faut faire pour se cacher de tous ces mots qui peuvent abîmer. Et je le ferai. Hey, hey. En fait, il y avait un groupe de garçons, ils étaient à 3. Et ils me poussaient avec leurs amis de temps en temps, la plupart du temps. Et qu'une fois, j'ai dû dire ça à maman. Parce que maman venait me chercher à l'école. Et elle est partie directement avec le garçon pour lui dire de ne pas faire ça. Mais je crois le garçon, il était un petit peu turbulent. Et finalement, il n'a pas écouté maman, il est parti parler avec sa maman. Sa maman dit à ce garçon, tu ne dois pas faire non. Pas qu'à faire non avec lui, pas qu'à causer lui. Et finalement, maman a appelé, elle a parlé avec la directrice de l'école. Et ça n'a pas fonctionné aussi. Et maman est partie directement le voir. Mais donc il venait expressément pour te pousser? Oui, il faisait ça juste avec moi. Et je ne sais pas pourquoi.
peut-être parce que j'étais différente, mais arrivé un moment, maman a attrapé les 3 garçons et elle a dit si tu continues à faire ça, tu me fais pareil. Le guetté, il ne laisse pas te briller ou pas. Et de là, il a arrêté aussi. Et en plus, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire du judo. En fait, c'était la voisine et aussi une amie à maman qui... Elle est plus à Maurice actuellement. Elle a 3 garçons, elle aussi. Et son aîné faisait du judo. Et elle a proposé à maman de m'emmener, juste pour casser un peu la timidité que j'avais. Et que j'étais tellement trop renfermée. J'arrivais même pas à être agressive verbalement aussi. J'étais genre comme ça. Et que de m'emmener, d'essayer un sport qui allait pouvoir me sortir de ma carapace. Et finalement, j'ai essayé pendant 6 mois, je crois. J'aimais bien, hein. Mais ça n'a pas cassé ma timidité. J'étais toujours timide, mais j'aimais bien ce que je faisais. Et après, j'ai pas pu continuer parce que je me suis fait opérer à la jambe. Et je crois que j'étais en 6e, si je ne me trompe pas. Et quand j'étais en 6e, je suis partie à l'école que 3 mois, je crois. Et après, le reste de l'année scolaire, ça s'était fait à la maison par maman. Parce qu'en fait, je faisais la croissance et que mon os poussait dans mon pied, mais pas la chair comme si. À chaque fois que je marchais avec ma prothèse, ça me faisait tellement mal et qu'il fallait amputer l'os encore une fois. Recouper l'os Oui. encore, ok. Et c'est pour ça que j'étais pas partie à l'école le reste de l'année. C'était comment ça, être à la maison? En fait, c'était compliqué, c'était dur parce que je voyais personne, je voyais que mes parents, je voyais plus mes amis. Et j'ai passé, je crois, 1 semaine à l'hôpital. Et je faisais le va-et-vient aussi à l'hôpital par rapport à voir est-ce qu'ils ont bien amputé ou pas. Et même quand j'étais dans mon lit d'hôpital, c'était fait à Maurice même ici? C'était fait à Maurice, oui. Même quand j'étais à l'hôpital, maman me faisait faire mes devoirs, réciter les montagnes qu'il y avait à Maurice, toutes les rivières. Elle faisait la liaison avec l'école et toi à ce Oui, moment-là? exactement. Et quand on est rentré à la maison, elle allait à l'école pour récupérer les devoirs. Elle allait avec mon prof de leçon aussi pour récupérer. Donc ta maman a dû réapprendre la 6e pour te faire apprendre toi à ce En moment-là? fait, si j'ai passé ma 6e, c'est grâce à elle en fait. Okay. Parce qu'elle était tout le temps derrière moi et aussi j'étais tellement contente parce que je croyais que j'allais échouer. Et j'ai passé ma 6e brillamment. J'ai eu 2 A+, 2 A et 1 B. Que j'étais vraiment... Maman n'avait pas fait tout ça pour moi. Peut-être que j'en ai même pas... Peut-être que j'allais devoir refaire ma 6e. Je ne dis pas que mon papa n'était pas là, hein, mais lui, il était beaucoup plus au travail. Donc, maman est femme au foyer. Donc, je passais toute ma journée avec maman. Arrivé un moment, je ne voulais plus écouter, je ne voulais plus faire ce qu'elle me disait. Mais après, elle m'a fait prendre conscience que c'était très important. Je ne dis pas que j'étais une enfant sage comme une image. Hein. J'avais mes mauvais côtés aussi. Mais après, j'ai des parents qui essaient de comprendre aussi et qui s'assoient, qui expliquent pourquoi c'est important. Et mon papa était professeur aussi à l'époque. Donc, c'était un peu plus facile vu qu'il était habitué avec les élèves. Okay. Et finalement, même si je n'aimais pas ça du tout, j'ai dû écouter et m'appliquer en fait. Il était prof collège technique Saint-Gabriel. Okay. Après mon opération, j'ai dû arrêter avec le judo malheureusement. Même si j'étais très contente, je voulais recommencer et j'étais très contente de ce que je faisais là-bas. J'ai dû arrêter parce que ma cicatrice, quand ça séchait pas vraiment comme il fallait. Et il fallait que je ne fasse pas de mouvements brusques. Et aussi, maman était trop protectrice. Elle ne voulait pas que je fasse des mouvements ou des trucs qui allaient ouvrir ma cicatrice à nouveau. Et j'ai arrêté avec le sport pour, après des années, être sportive à nouveau, qui est vraiment très bizarre. Après, ça veut dire mon opération était pendant ma dernière année à l'école primaire. Et quand j'ai eu mes résultats,
maman ne voulait pas que j'aille dans un collège qui allait être hyper loin. Elle voulait que ça soit très proche d'elle. Et elle a fait des démarches pour que j'aille au Lorette de Port-Louis. Que j'étais pas très contente parce qu'ils étaient chériés. L'uniforme, c'est servait du bain. Et finalement, j'ai pu être au collège, au Lorette de Port-Louis. Et les filles ne savaient pas que j'étais différente d'eux parce que je cachais tellement bien mon handicap. Je portais la robe qui était là et ma chaussette qui commençait juste après ma robe et c'était vraiment très, très caché. Ou la plupart du temps, je portais des pantalons et jusqu'à qu'une sœur de l'école me dise « Mes filles, il arrive là pour remonter ça uniforme-là. » Et quand c'est très rare, une sœur vient te dire de remonter l'uniforme. En général, c'est le contraire. Exactement. Et j'ai passé 6 mois à cacher mon handicap. Je ne faisais pas vraiment la classe de PI, je ne courais pas, je m'asseyais, je regardais tous mes amis. Et finalement, une fille dans ma classe a découvert que ma mère était différente de tout le monde et elle a commencé à dire ça à tout le monde. Et finalement, j'ai dû expliquer que j'ai pas que ma mère, mais mon pied aussi. Et pourquoi mon uniforme était hyper long. Et après, ça a été un peu plus calme. Enfin, pas calme dans le sens où il n'y avait pas de questions, mais il y avait toujours des questions bizarres comme pourquoi tu ne portes pas de vernis, pourquoi tu ne portes pas de chaude, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ci. Et finalement, je peux dire que j'ai passé 5 années tranquilles pour après faire face au bullying par mes amis et ça a été un peu plus compliqué, une année vraiment difficile aussi parce que je ne voulais plus aller à l'école. Oui, j'étais en forme 5, c'était plus compliqué, je ne voulais plus aller à l'école. Mais il y a un truc que ma maman m'avait appris quand j'étais en primaire et moi je ne voulais pas en parler à maman parce que quand j'étais en primaire, elle venait souvent à l'école. Et déjà là, quand on me faisait du bullying, si elle allait venir, peut-être que ça allait être plus grand et je ne voulais pas entendre ça. Et j'ai rien dit à maman, j'ai gardé ça pour moi. Et il y a un truc qu'elle m'a appris quand j'étais en primaire, c'est que quand je t'envoie à l'école, c'est pas vraiment pour avoir des amis, c'est pour ton éducation. Il faut que quand tu entres dans ta classe, tu as ton sac, ton cahier, ton livre et ton professeur et ton tableau devant toi. Personne d'autre. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, 2 à 3 ans. Et finalement, quand j'ai terminé mon HSC, j'ai dit « Oh, merci Seigneur! Pas vrai, trop ça va du monde là encore! » Et j'espérais assez que c'était dans la télévision. Pour tous ceux qui s'étaient dit auparavant, j'espérais que vous avez trouvé quand on est arrivé. Tu peux parler de ce bullying-là? Ben, il y avait... D'où ça sautait, je ne sais pas vraiment. Peut-être parce que en fait, je prenais des leçons et qu'il y avait tellement de devoirs et que je ne pouvais pas terminer mes devoirs à la maison. Je terminais mes devoirs pendant la récré. Et je n'avais pas vraiment le temps de parler avec les amis. Et je ne sais pas si c'est ça qui a causé le début du bullying. Mais ça a commencé, moi je pense que ça a commencé à partir de là et que ça s'est intensifié de jour en jour. J'ai entendu des trucs comme « Zamé, dis-moi tout content de toi parce qu'il est handicapé, t'es pas pour mouiller, t'es pas pour ici, t'es pour finir vilain, ça fait comme ça. » Et que ça, c'est déjà que j'assumais pas comment j'étais et que ça entre dans la tête, c'était difficile à vivre. Et maintenant, voilà. Championne du monde. Comment tu découvres l'handisport? Ben, c'était dans ma dernière année de l'école, en HSC. Pas de sport du tout pendant ce moment? Je faisais du basket au collège. J'ai joué au volleyball, au badminton aussi. Mais juste comme ça, bad, quoi de dire. Mais pas vraiment penser que j'allais avoir une carrière sportive. Et finalement, j'avais un ami, enfin on est toujours amis, Sherman Agathe, qui m'a dit tu sais, j'ai un voisin qui entraîne des enfants avec un handicap.
mais je peux te faire rencontrer si tu aimes bien le sport. Et moi, pour moi, c'était pas trop... Je voulais pas être sportive. Dans ta tête, et à en ce moment-là, plus, justement, tu dis que tu étais en dernière année de collège. C'était quoi l'après-collège dans ta tête à ce moment-là? pour moi, l'après-collège, c'était... Je voulais impérativement avoir 18 ans. Parce que je voulais faire toutes les choses que mes parents qui m'empêchaient. Ils m'empêchaient d'aller danser en boîte de nuit, de sortir, en fait, de vivre la vie de jeune, en fait. Et pour eux, c'était vraiment éducation. Et pour moi, je me suis dit, allez, je vais profiter de au moins une année à faire tout ça, à faire la fête, etc. Et après, on verra. Et finalement, quand il m'a dit ça, quand Sherman m'a dit ça, j'ai dit, aïe. Mais je vais en parler, je vais réfléchir. Je vais en parler à mes parents, je vais réfléchir et qu'on verra. Mais je ne crois pas que ça va être tout de suite à cause c'est la dernière année à l'école et il faut rester concentré. Et finalement, quand j'étais en vacances, j'ai repensé à ce que Sherman m'a dit. Et je voulais vraiment sortir de la maison et trouver un truc à faire tous les jours. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Marie. Donc, dans un premier temps, ce sport-là devient un échappatoire, en fait. Oui! Tu as envie de sauver la case, tu connais comment faire. Et c'est vrai, hein? C'est vraiment vrai parce que pendant presque toutes les vacances, j'étais chez ma grand-mère, j'étais chez mes cousins. Et que quand je rentrais chez moi, je me disais, finalement, on y a fait un peu de télévision et j'allais à Pau-Lieu avec maman, mais il n'y avait pas grand chose à faire. Et je me suis dit, mais comment j'ai fait? Et en même temps, j'étais sur Facebook, j'ai vu la photo de Sherman, je me suis dit, je me rappelle ce qu'il te dit à moi. Et finalement, j'en ai parlé à mon papa. Et lui, il ne voulait pas vraiment. Il me dit, ok, mon papa, mène-toi, mais nous va guetter après. Et à chaque fois que je devais rencontrer Jean-Marie, il pleuvait. et pour expliquer à Jean-Marie, mon handicap, j'étais vraiment gênée parce que à la base, mon Facebook avant, toutes les photos que j'avais, on voyait jamais mon handicap. Tout le monde croyait que j'étais normale et que c'était une fille, on va dire, parfaite, entre guillemets. Et finalement, Jean-Marie me dit, mais explique-moi c'est quoi ton handicap? Je ne savais pas comment expliquer. Je lui ai juste dit, tu sais, j'ai des doigts courts. Je lui ai envoyé une photo. Et j'ai dit, j'ai pas un pied, je porte une prothèse. Et c'est tout. Il me dit, et lui, il est allé sur mon Facebook pour voir et il ne voyait rien. Et finalement, j'ai pu le rencontrer en janvier 2015. Et c'est là que vraiment ma carrière sportive a commencé, entre guillemets, parce que quand moi je l'ai rencontré, j'avais mon papa qui était avec moi et il a dit à mon papa que si tu as envie de faire une carrière sportive, tu as envie d'être championne du monde, une championne de Maurice ou une championne paralympique, il faisait faire. Donc, il faisait très sérieuse. Moi, mon papa fait sport juste pour une battre pour passion. Et c'était le truc que je voulais. Je voulais venir faire une battre. Et pour moi, c'est très strict. C'est comme ça. Et quand tu arrives, Jean-Marie te dit quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu savais, quand tu partais, tu savais ce que tu avais fait? Lui, pour moi, c'était voir avant tout. Okay. Moi, je voulais courir. Oui, moi, je voulais courir parce que je ne savais pas qu'il y avait d'autres sports à part la natation et l'athlétisme, courir en fait. Okay. Et Jean-Marie, lui, quand je lui ai expliqué c'est quoi mon handicap, il a tout de suite vu qu'est-ce que j'allais faire. Et quand on est arrivé, il m'a mis dans un fauteuil et j'étais pas contente du tout. Et moi, je me suis dit, mais on n'a pas envie de faire un fauteuil. Et le physique de Jean-Marie, j'étais pas très contente aussi parce que à l'époque, je portais beaucoup de jugement quand je voyais des gens parce qu'il me jugeait tout le temps quand il me voyait. Il avait une boucle d'oreille, il avait la casquette à l'envers, il avait des piercings aux sourcils. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon papa, tu connais, on va pouvoir aller entraîner avec Saint-Michel, moi il y a une tarquette. Non, il connaît cette histoire-là. Et finalement, après 9 ans de travail, même pas après 9 ans de travail, après 4 mois de travail,
j'étais en compétition en Italie. Je m'entraînais très dur et en un mois même, quand il fallait s'entraîner matin, après-midi, j'ai réalisé que j'allais pas pouvoir m'échapper et qu'il n'y allait pas avoir de battre-batté, faire sport pour battre-batté. Est-ce qu'à un moment, justement, à ce moment-là, est-ce que tu te dis, je vais changer de sport, je vais courir ou bien je vais, c'est pas quoi, essayer, c'est pas quoi? Ou... Non, en fait, il m'a mis dans un fauteuil, il m'a dit d'essayer de voir si j'aime, si je m'habitue. La première fois, je sais pas comment, justement, à ce moment-là. En fait, on était au stade de Roseville. Et il m'a mis dans un fauteuil. Il y avait beaucoup de gens chez le stade. Et il y avait des jeunes, presque de mon âge. Et quand il m'a mis dans ce fauteuil-là, tout le monde m'a regardé. Et je me sentais genre retournée en arrière quand j'étais en 6e et que maman me poussait dans un fauteuil à l'hôpital. Et c'est pour ça que je disais non. Et finalement, il m'a dit essaye de pousser, on verra. Et si vraiment tu n'aimes pas, on va trouver autre chose à faire. En fait, mon papa voulait que je cours avec la lame comme Oscar Pistorius. Mais j'avais pas l'équipement qu'il fallait et il n'y avait que le fauteuil comme équipement. Et si je devais faire le lancer de poids aussi, il fallait avoir une lame. Faire saut en longueur, il fallait avoir une lame, courir à une lame. Et mon papa avait dit, mais pourquoi pas la natation? Et Jean-Marie a expliqué, la natation, il y aura certaines compétitions que j'allais pas pouvoir participer parce que de par la catégorie, etc. Okay. C'est pas... Par exemple, je vais pouvoir peut-être participer aux Jeux des îles, on ne sait pas trop. Les Jeux du Commonwealth, peut-être il n'y aura que les championnats du monde et les Jeux paralympiques si on est qualifié. Et il a dit par contre, la course en fauteuil, il y a Jeux des îles, Commonwealth Games, avant il y avait les Jeux de la francophonie, les Jeux d'Afrique. C'est un peu plus global comme si. Et finalement, il m'a dit essaye, si tu n'aimes pas, on va changer. Et moi, je me suis dit, ça fauteuil là, non. Et finalement, je venais, la première semaine, c'était 2 fois par semaine. Et après, il m'a demandé, mais qu'est-ce que tu fais à part venir aux entraînements? J'ai dit, mais rien, je suis en vacances, j'attends les résultats, etc. Il me dit, mais viens tous les jours et 2 fois par jour. J'ai dit, hein? Et enfin, je n'ai pas dit, hein? Oui. Mais dans ma tête, c'était, hein? Mais please, pour vous battre, en fait, ça devient très sérieux. Et finalement, j'ai dit, mais on verra, je tente ma chance et on verra où ça m'emmène. Et en même temps, pas du tout à part ça. Mes plus grands sorties étaient aller chez mes cousins et mes grands-parents et c'est tout. Et ensuite, quelques mois après, 4 mois après, on est parti en Italie pour une compétition et c'est là que j'ai fait ma première compétition et j'ai gagné ma première course et que les gens ont commencé à connaître qui je suis. C'était en quelle année ça? C'était en 2015 et sport pour battre un sport de haut niveau et c'est là que j'ai commencé à vraiment me dire mais peut-être que je vais faire très bien dans cette discipline là. Mais il y avait un truc que mon papa n'était pas très content de ce que je faisais parce que lui il s'est dit c'était un truc qui pour passer après et que pour lui il voulait que comme j'ai mes résultats de la HSC, je vais à l'université où je trouve un travail. Mais il m'a dit, je te donne quelques mois. Si tu fais bien, tu continues. Mais si tu fais pas bien, tu vas trouver un boulot, tu vas à l'université. Et j'ai pris une année, comme j'ai gagné ma course en Italie. Jean-Marie a parlé à mes parents pour demander, parce qu'en 3 semaines, il a vu le potentiel que j'avais. Et il avait déjà planifié où il allait m'emmener, les compétitions, même voir que j'allais pouvoir être championne un jour. Donc, il a parlé à mes parents pour demander que je prenne une année sabbatique sans travailler, sans aller à l'école et de voir ce que cette année-là allait apporter pour les prochaines années. Et finalement, j'ai fait une année vraiment strict entraînement et en 2016,
j'ai commencé à faire... J'ai appelé pour l'université juste pour faire plaisir à mon papa. et ouais, j'ai pu merge les deux ensemble, études et sport. C'était très compliqué, mais je voulais vraiment faire plaisir à mon papa et il voulait avoir une fille qui est diplômée de l'université. Et j'ai réalisé son rêve, en même temps je voulais réaliser mon rêve. À quel moment tu annonces que tu décolles, là, 4 mois après avoir commencé à Badbati? En fait, après... Le truc, c'est que Jean-Marie ne me regardait pas vraiment m'entraîner. En fait, moi, je croyais que c'était ça. Hein. Je venais tous les jours aux entraînements, il me disait « Ok, monte sur ton fauteuil, tu fais des tours, etc. » Et il y avait 2 athlètes qui s'entraînaient. Je le voyais donner des entraînements, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Et moi, il me dit juste de faire des tours. Pendant 2-3 semaines, je faisais que des tours. Je suis tombée, personne n'est venu me relever. Je devais me relever moi-même et j'étais emmerdée. Parce que, en fait, le truc, c'est que moi, je me suis dit, mais il aurait dû au moins me dire, mais comment ça va? Comment tu vois? Est-ce que j'aime ou pas? C'était juste bonjour, tu as fait tes échauffements, ok, va faire tes tours. Après, quand j'ai fini, ok, il est l'heure de rentrer, bye. Tantôt nous rejoindre. Okay. C'était que ça. Donc, 2 fois par semaine, c'est ça? Ouais. Okay. Non, c'était 2 fois par semaine au début, quand je venais, la première semaine que j'étais arrivée. Et après, il m'a dit, tu peux venir tous les jours, 2 fois par jour. Et ça m'a agacée aussi parce que c'était les mêmes. En fait, moi, je suis une personne qui n'aime pas la routine. Et faire ça pendant 3 semaines, c'était... J'étais dégoûtée, en fait. Et je me suis dit, mais qui tous les jours vont faire ça? Et finalement, le jour où j'étais vraiment... Ça a dépassé mes limites, j'étais énervée. Je rentre à la maison, je dis à maman, tu connais, je vais arrêter à l'entraînement avec ça, là. Parce qu'il n'est même pas... Dis à moi, si je vais faire bien ou pas, je ne connais pas quand je suis arrivée, si c'est est bon ou pas. Je suis tombée, il même pas une tiers, moi, dans le fauteuil là, je suis tombée, je me disais, saute dans le fauteuil, rentre dans le fauteuil. Et on va continuer à aller. Et maman me dit, tu moi, je ne sais pas dire ça à ton papa. À l'entraînement, peut-être que continuer à aller, peut-être que dans des 3 jours, il peut dire à quelque chose qu'il faut, il peut guetter. Je me dis, non, il ne pas guette moi, il guette de l'autre côté, il guette pas dans le etc. Moi, il ne même pas guette moi, parce que si il guette moi, tu pouvais me tomber. Et c'était pas comme ça que je disais ça. Je disais ça avec eux. Et finalement, j'ai dit, tu connais, je vais donner encore jusqu'à la semaine prochaine, toutefois. Et si du pyjama, non, je ne vais pas pouvoir. Mais à ce moment-là, c'est le fauteuil de qui à ce moment-là? C'était un fauteuil en emprunt, c'était un garçon qui ne venait plus aux entraînements. Okay. Et Jean-Marie m'a dit, mais essaye, utilise ça jusqu'à que si le garçon revient, et là, on va trouver un moyen. Finalement, le lendemain que j'ai dit ça à maman, Jean-Marie arrive au stade, il me dit bonjour, comment ça va? Et ok, même bien guette-guette-toi, rouler pendant tout ça jour-là. Et me trouver qui t'a bien progressé, tu connais une gotte de couloir, tu connais comme ça tapé pour faire coupe, comme ça tapé pour qui la roue la redresser pour faire la ligne droite. Ben, à celle-là, l'entraînement commençait. Et moi, me dit, Stella, qui veut que ça va? Ah, ben ça, c'était dans ma tête, parce que j'étais timide, je me suis dit, ok. Et là, il m'a expliqué qu'il y a en fait, on devait aller en Chine avant pour passer avec des docteurs et faire la première compétition. Mais finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il m'a expliqué qu'on allait faire des compétitions et qu'il fallait passer avec des docteurs pour que je me retrouve dans une catégorie. Et finalement, on n'est pas allé en Chine, on est allé en Italie. Mais toi, à ce moment-là, tu savais, quand tu t'es engagé dans le sport avec Jean-Marie, tu savais que la majorité des compétitions se faisaient à l'étranger, non pas à Maurice? Oui, il m'avait... En fait, quand il parlait à mon papa, il avait expliqué qu'il n'y a pas vraiment de compétition à Maurice. Si on fait la compétition à Maurice, c'est que entre nous, c'est plus un fun qu'une vraie compétition. Et ouais, on est allé en Italie, j'ai fait ma classification et là j'ai su que j'étais une T54. La catégorie où je suis, T54, c'est plutôt ceux qui sont amputés comme moi, du pied bien sûr, et aussi ceux qui sont en fauteuil roulant, qui ne sentent pas à partir du bassin. Et
et surtout qu'ils arrivent à utiliser le 2, ils arrivent à remonter, ça c'est des T54. Ok. Et c'est dans le monde du handisport, du fauteuil plutôt, la catégorie T54, c'était la catégorie la plus haut niveau, comme si, classée, très difficile. Et moi, je me dis, oh merde, pourquoi? Et finalement, quand j'ai gagné la première course, c'était le 1500 mètres, c'était avant mon épreuve de prédilection. Et je me suis dit, ouais, mais au final, on s'est entraîné pas pour rien, mais on s'est entraîné très dur et peut-être que là, je vais prendre goût vraiment parce que je commençais à prendre goût et quand tu gagnes quelque chose, ça commence à être encore plus excitant, tu veux encore. Et je me suis dit, ouais, je vais rester dedans jusqu'à que je vois autre chose à faire. Et ça fait 9 ans maintenant. Et en fait, et c'est à peut-être là. En plus, il y avait les Jeux des îles de 2015 qui venaient. Et Jean-Marie m'avait dit, ben, prochain objectif, c'était d'être qualifiée pour les Jeux des îles, que je n'étais pas qualifiée. Et qui était quelque chose qui était resté en travers de ma gorge. Je crois que c'est à partir de 2015, on a découvert un peu Noémie. Et 2016, après ma suspension, c'est là qu'on a vraiment découvert Noémie, l'athlète, qui peut faire du bruit et aussi avec les années qui suivaient, on a découvert que je ne faisais pas que Paul. À partir de là, à ce moment-là, tu avais quel âge à ce moment-là? Tu avais 19 ans. 19 ans? Ouais. J'étais... Surtout sur le plan personnel, est-ce que ta vie changé différent, tu t'es vu différent, ta vie complètement changé? Oui. Mais est-ce que c'était la première fois à ce moment-là? Oui. Quand tu arrives dans le handisport ou bien avant aussi? Non, c'était la première fois que je vois ma vie personnelle changer dans le sens où j'étais complexée par mon handicap et c'est quand j'étais en Italie, j'ai vu 2 handicaps. Pour moi, mon handicap, il n'y avait que moi dans le monde qui avait cet handicap-là et personne d'autre. Et moi, j'ai réalisé que non. J'ai vu une fille qui avait les mêmes doigts que moi et j'étais tellement contente et ça m'a pris, en fait, j'ai pris une claque dans le sens que ces filles-là, une fille, j'ai vu, elle n'avait pas un bras, il y avait un garçon qui n'avait pas 2 jambes, qui portait des prothèses. Qui que toi. Exactement, et j'ai vu des enfants, en fait, des athlètes qui étaient vraiment paralysés sur le fauteuil. Et nous, à Maurice, on se dit, ces enfants-là ne peuvent rien faire. Et pourtant, il y avait un sport pour eux. Et c'est là que je me suis dit, quand nous restons de Maurice, nous faisait plus mettre en avant mon handicap dans le sens où montrer que même avec un handicap, on peut arriver dans la vie et faire changer la mentalité. C'est là que moi-même, je devais changer ma mentalité avant tout. Parce que pour moi, c'était handicapé. Vraiment, j'ai grandi avec la mentalité que les personnes avec un handicap, c'est difficile pour eux dans la société. Et moi, j'ai tout le temps entendu, ouais, t'es pas capable de faire ça. Certains membres de la famille de ma maman, quand j'étais petite, disaient à ma maman que petite fille pour ne pas se les temps à la main parce qu'il n'est pas pour gagner un travail, etc. Ben, c'est des choses que tu entends. Et tu revois fièrement ces gens-là aujourd'hui? Oui, avec un grand sourire en plus. Et qui me demandent des photos et qui me disent félicitations. Et ça fait vraiment bizarre. Et moi, j'ai envie de leur dire, tu te rappelles quelques années de cela, tu t'étais... ben, regarde-moi maintenant. Mais ouais, mais c'est comme ça que j'ai commencé à faire sur le plan mental, de changer la mentalité que j'avais. Et aussi, ça a commencé à changer la mentalité de ma famille aussi. Pour eux aussi, ils pensaient que ça allait être vraiment compliqué pour moi de me faire une place dans la société. Et chez tous mes parents, c'était plus éducation. Et j'ai commencé à gagner ma vie à travers le sport. Tu as une idée déjà de combien de records d'Afrique, par exemple, au total que tu as fait? Oui, c'est quelque chose que je compte. Oui, j'imagine. En fait, au total, combien j'ai fait, je ne sais pas. Okay. Mais je sais que j'ai 7 records de Maurice et 7 records d'Afrique. Donc 100, 400, pardon, 100, 200, 400, 800,
1500, 5000 et 42 km. Donc, en dehors de la Noémie athlète, il y a des passe-temps, il y a quoi? En dehors de Noémie athlète, souvent, quand on m'appelle, je réponds pas au téléphone. Soit je regarde le téléphone sonner, je m'excuse, c'est vrai, je suis fatiguée, je ne peux pas faire beaucoup de choses, mais je passe mon temps à dormir en fait. J'ai besoin de récupérer et je passe vraiment mon temps à dormir. Je peux dormir n'importe où tu me mets. Un truc que tout le monde trouve ça fascinant, c'est que quand je rentre dans l'avion, j'attache ma ceinture, je retiens ma prothèse et je dors avant même que l'avion ait décollé. En fait, ça c'est moi et si je fais 14 heures de vol, je dors 14 heures d'affilée. Et je me réveille juste pour manger, des fois je ne mange même pas, je dors. Pour moi c'est ça, c'est dormir parce que ça m'aide à récupérer, ça m'aide aussi à empêcher ma tête de faire zzzz et de parler. Et en fait aussi, et une autre façon aussi que j'arrive à me détendre, c'est en faisant du crochet. Oui, moi une grand-mère. Souvent, maman me dit ça. Quand elle me voit, quand je dis, aïe, on n'a pas envie de sortir, elle me voit, ouais, elle me dit, ouais, tu n'es pas pour sortir, tu n'es pas pour aller aucun part, toi. Peut-être au moins mettre mon drap au roi, me placiser, me drap au roi et me faire crochet. C'est venu d'où ça? En fait, c'était pendant la période Covid, il n'y avait rien à faire, je m'entraînais, arrivé un moment, parce que tu es à la maison et tu t'entraînes matin, après-midi, ça devient chiant. Je suis désolée, je ne veux pas dire ça. Bip! mais ça me pesait mentalement et je voulais faire autre chose. Parce qu'avant, je faisais des bracelets brésiliens que j'ai appris sur YouTube. Et après, je sais pas comment c'est venu exactement. Enfin, j'ai vu un truc sur Internet ou TikTok, un truc comme ça. Et je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Et j'ai regardé des vidéos sur YouTube et j'ai appris. Et en fait, j'apprends beaucoup de choses par moi-même. En fait, maman aime bien que j'aurais bien aimé que je fasse de la couture. Et c'est quelque chose que j'arrive pas du tout. et de là, j'ai commencé à faire des crochets. J'ai on va dire, une page sur Facebook et Twist of Yarn. Ceux qui veulent aller voir, vous allez voir mes créations. J'ai une page TikTok aussi, Instagram, sur le même nom. Et je montre un peu ce que je fais. Et aussi, j'aime bien... Pourquoi je fais des vidéos aussi? Parce que certaines personnes m'ont dit « Ah, tu ne peux pas faire crochet à cause de les doigts. » c'est des doigts de magie. Je peux faire beaucoup de choses. Peut-être que je ne crochète pas comme tout le monde. J'ai ma façon. Moi, je suis gauchère en passant. Donc, je fais tout avec ma main gauche et c'est vraiment facile. Moi-même, des fois, quand j'ai fait un truc, je me dis « Waouh, c'est moi qui ai fait ça !» Et du crochet appris sur Internet? Oui, j'ai appris sur Internet et aussi récemment, j'adorais faire la lecture auparavant. Et après, je me suis dit « j'ai pas de temps, j'ai pas le temps d'aller acheter des livres, etc. » Mais récemment, j'ai commencé à reprendre ma lecture. J'adore tout ce qui est science-fiction, romance, etc. Et comment je trouve du temps à faire tout ça pendant que je m'entraîne? Et bien, quand je rentre chez moi, par exemple, je rentre chez moi à 6 heures, je me douche. Si je n'ai pas une troisième session, normalement, je me douche, je dîne. Et ça va arriver vers 7 heures. Et là, je commence à crocheter jusqu'à 21 heures. Et à 21 heures pile, en fait, je n'ai pas d'alarme même, au compteur veillé. À 21 heures pile, j'arrête. Peu importe là où je suis arrivée, j'arrête. Et là, je me mets dans mon lit. Je me couche, je suis sur mon téléphone. Et je commence à faire ma lecture. 1 heure, 10 heures pile. Même avant 10 heures, 10 heures moins 15, on commence à bailler, on commence tout là, on connaît ça, c'est la vie. Et qui disait, il faut éteindre. Et comment poser la tête, enfin pas tout le temps, hein, mais des fois quand je suis trop fatiguée, comment poser la tête comme ça, faire micher. Là on devient quand même comme à l'homme, sonner 5h, 5h30, c'est là qu'il me lève. Mais
Ouais, c'est ça ma vie, la vie d'athlète. Et la télé, Netflix? Je regarde Netflix en faisant du crochet. J'aime bien les séries. En ce moment, j'aime bien. En fait, je suis contente ça avant. Mais maman, il contamine moi. Elle aime. En fait, maman, c'est pendant Covid, il mange toute série qu'il y a. Et pas même gars, il commence une série qui est finie et qui ne peut pas regarder parce que tout ce qui filme là, dit. Donc, après, il commence à une série coréenne. Et qui m'a devenu addicted de séries coréennes. Et récemment, la dernière série qui m'a dit, c'était Bridgerton. Et qui me prend presque une semaine pour get toute la saison. Parce que j'arrive pas à regarder si un épisode, ça dure 45 minutes, 1 heure, pour get un seul épisode. Ça, c'est pour les films et les séries. Mais les documentaires, par exemple, on commence le Tour de France. Que j'aime pas d'habitude, je ne pas suivre ce là, mais j'aime bien les documentaires sur le sport. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'ils mènent alien et qu'ils disent moi qui réagissent comme ça. Mais quand on regarde le documentaire, on a réalisé qu'il y en a beaucoup à tête qui réagissent comme moi. Et j'avais commencé le Tour de France l'année dernière sur Netflix, juste avant les championnats du monde. Et ça m'avait boosté pour les championnats du monde. Et là, c'est sorti à nouveau et ça me booste. En fait, c'est pas les trucs bicyclettes qui me plaît, c'est l'émotion en tant qu'athlète quand tu frustration qui te gagne, quand tu perds, la joie qui te gagne quand tu gagnes avec l'équipe. En fait, c'est tout ce qu'on ne voit pas normalement quand une personne gagne sa médaille en fait. Tout est behind the scene et nous on voit pas ça et quand c'est documenté, tu te dis ouais, il y a beaucoup de travail derrière. Malheureusement, moi ma vie n'est pas documentée parce que j'aime pas trop. On commence. J'aime pas trop quand on me voit behind the scene parce que j'ai peur que les gens me voient méchante parce que je suis très frustrée. J'ai des nerfs, j'ai tout. C'est pour ça que je vous dis, Noémie en tant que personne et Noémie l'athlète, c'est deux personnes différentes. Quand je suis athlète, je suis très... j'ai beaucoup d'énergie, beaucoup d'excitation. Mais quand c'est Noémie qui n'est pas athlète, c'est un tortue. Un qui n'est pas sur le temps de dormir et ouais. Donc du coup, comment les gens de ta famille voient cet handicap-là maintenant? Comment ta situation maintenant? Aujourd'hui. Ben, ils sont fiers parce que tout ce que j'ai accompli, même avec un handicap, eux, ils n'ont même pas pu réaliser ça et ils sont très contents. Notamment, mon grand-père, il est très, très fier. Ma grand-mère aussi, du côté de maman. Pour eux, ils étaient tout le temps protecteurs de... Surtout ma grand-mère, elle fait comme maman. Fais attention, pas mon bicyclette, des bouquins du mal. Mais mes oncles ont toujours voulu expliquer à ma grand-mère, mais ils disaient c'est un enfant qui faisait gagner du mal, qui faisait tomber, il paraît comme à tous les enfants. Et elle, c'était non, mais toi tu passes derrière sur les deux et que tu les fais pas tomber, tu es poussoir, tu es tout. Et finalement, maintenant, ils sont très contents, ils sont très fiers aussi parce que pour eux, c'est une vieille du monde pour eux, là, un enfant avec un handicap, c'est plutôt rester à la maison, il ne fallait pas du monde tout son handicap. Être différent. Il faut se couvrir pour ne pas avoir des questions, mais maintenant, c'est différent en fait. Depuis qu'il à ma première compétition, je viens tout le temps. Avant, quand je voyageais en bus, je venais avec mon short. Mon grand-père, je suis trop contente qu'il me voyage dans le bus avec ça. Et je me dis, non, il ne fallait pas que tu me trouves. Je dis, mais mamie, qui tu veux me dire? et finalement, maintenant, pour elle, c'est un peu plus normal. Même quand les gens posent des questions, elle n'aime pas trop parce qu'elle ne sait pas comment répondre. Mais quand il disait, vous connaissez que ça n'avait petits enfants, mais il y a Alphonse. Là, il n'y a plus d'honte en fait. Ok. Donc, justement, sur cet aspect-là, est-ce qu'on doit parler de ton handicap? Est-ce qu'on doit dire que tu es différente? Pas différente, mais mon handicap, c'est moi en fait. C'est une partie de moi et que ça ne va pas changer demain. Et je vais mourir avec, tout le monde me connaît avec.
c'est quelque chose que tout le monde doit en parler. Je comprends pour certaines personnes, c'est un peu plus compliqué d'expliquer c'est quoi le handicap ou même d'en parler. Mais pour moi, c'est devenu plus facile dans le sens où j'ai vu comment à l'extérieur, c'est pas tabou. Pour moi, je pense qu'à Maurice, c'est très tabou. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas en parler. Mais moi, je parle pour moi. Je ne peux pas parler de tous les handicaps qu'il y a parce que je ne connais pas tous les handicaps. Je ne vis pas dans la peau de tout le monde. Mais pour moi, personnellement, mon handicap à moi, j'arrive à en parler facilement et beaucoup mieux qu'avant. J'arrive pas à avoir des termes exacts, mais j'arrive à dire si j'aime pas trop comment la façon dont les gens me regardent, j'aime pas trop comment une personne peut poser des questions. Et des fois, quand on me pose des questions, pour moi, c'est un peu normal, mais j'essaie de dire à la personne, mais si c'est avec une autre personne, il faut avoir un peu plus de tact parce qu'il n'y a pas tout le monde qui arrive à comprendre comme moi. Et surtout les parents, quand on voit les enfants très petits même et leurs parents, il ne faut pas aller poser des questions parce qu'ils ne sont pas trop à l'aise et aussi il ne faut pas trop pointer faut pas pointer du doigt parce que ces enfants-là, ils veulent juste avoir une vie normale. Il ne faut pas dire à ton enfant, hey, ne va pas jouer avec cet enfant-là parce que peut-être que quand tu vas le toucher, moi j'ai eu ça quand j'étais petite, si tu le touches, tu vas être comme lui, mais c'est pas comme m'a dit, peguei chikungunya ou Covid là. Notre handicap, c'est pas contagieux en fait. C'est quelque chose que la plupart du temps, ça t'est arrivé parce que tu es tombé malade ou pas un accident ou c'est quand tu es né. Mais je crois pas que quand tu touches une personne qui a un handicap, tu vas l'attraper. En tant qu'enfant handicapé, quel conseil que tu donnerais à des parents justement qui découvrent aujourd'hui que leurs enfants sont handicapés? Donc, moi, je conseillerais aux parents qui ont des enfants avec un handicap de ne pas les renfermer à la maison, en fait. Il ne faut pas que... En fait, si je prends de l'expérience de mes parents, surtout maman, si elle n'avait pas vu la fille avec les deux bras et les jambes avec des prothèses, peut-être qu'elle allait être la maman qui allait, genre, il ne faut pas que tout le monde voit mon enfant avec un handicap. Quand elle a vu que cette fille-là montait à bicyclette, elle s'est dit, ma fille aussi va avoir une enfance normale ou avoir une adolescence normale. Mais pour moi, il y a plein d'exemples en fait. Il y a plein d'exemples. Il y a moi, il y a Anaïs Angéline, il y a plusieurs athlètes qu'on connaît. Même si vous ne nous connaissez pas, il y a Internet maintenant. Donc, si vous avez un enfant en situation de handicap, vous pouvez taper sur Internet le type de handicap que votre enfant a et vous allez avoir beaucoup d'exemples. Il y a même des acteurs, il y a plein de businessmen qui ont un handicap mais qui ont été successful dans leur vie. Donc, il faut juste ne pas avoir honte premièrement. Il faut donner à votre enfant, et ça dépend du type d'handicap aussi, la vie d'un enfant qui n'a pas d'handicap en fait. En vrai, ne pas traiter l'enfant différemment. Exactement. Il ne faut pas avoir pitié aussi. Aïe, mes enfants comme ça, si me fait ça comme ça ou me dit elle comme ça, il va prendre mal. En fait, il peut grandir comme un enfant normal. Donc, s'il peut faire mauvais, il peut corriger pareil, il peut punir pareil. Sinon, l'enfant va être mal élevé au final. Pour que l'enfant soit à l'aise avec son handicap, il faut que les parents soient à l'aise avec l'handicap de leur enfant. Il faut que quand les gens... En fait, on ne pourra pas changer la mentalité des personnes qui ne veulent pas changer. Il y aura toujours, j'en suis sûre, qu'il y aura toujours des gens qui ne comprennent pas. Ils vont dire, yo, ces enfants-là, quand ils étaient où? Et là, il faut expliquer aux enfants qu'il faut juste passer là-dessus, en fait. Il y aura toujours un point noir, une personne qui va te dire, ah, tu n'es pas capable de faire parce qu'il est handicapé. Mais il faut juste passer là-dessus parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont être en admiration parce que tu as un handicap et que tu arrives à surpasser ton handicap pour faire des choses vraiment merveilleuses. À quel niveau, selon toi, les handicapés doivent être traités différemment?
peu importe l'âge. Hein. À quel niveau? C'est par rapport, si à Maurice, surtout à Maurice, on ne change pas l'accessibilité. S'ils arrivent à comprendre la différence qu'il y a entre une personne en situation de handicap et une personne valide et les aider, adapter à ces handicaps-là, ben, franchement, on ne va pas dire « Ah, yo, tu es handicapé, tu n'es pas capable de faire ça ». Il n'y aura pas ça. C'est tout le monde travaille ensemble. Je crois qu'on ne dit pas autrement capable. Non, on ne dit pas autrement capable. C'est vraiment blessant pour nous d'entendre ça. En fait, on dit soit c'est une personne... Il y a certaines personnes même qui sont en situation de handicap, qui n'aiment pas le mot handicapé, mais c'est une réalité en fait. La plupart du temps, c'est une personne en situation de handicap. Mais moi, on me dit tu es handicapé, une personne handicapée, pour moi. Et autrement capable, pour moi, moi je m'en fiche de tous les termes que qu'on utilise, mais beaucoup de personnes n'aiment pas le mot autrement capable. Comment c'est vu ça, autrement capable? C'est comme si tu n'arrives pas à faire quelque chose ou tu le fais différemment. C'est vrai qu'on le fait différemment, mais c'est plus un mot qui t'handicape en fait, qui pèse vraiment lourd pour certains. C'est un stigma qu'on met chez nous et une étiquette et on n'aime pas trop ça. Aujourd'hui, c'est facile d'être handisportif. Est-ce que tu préfères qu'on dise sportif ou est-ce qu'il faut vraiment dire handisportif? Peu importe. Pour moi, c'est pareil comme une personne en situation de handicap et une personne normale, valide. Ça reste un être humain. Donc, para-athlète, handisportif et athlète, ça reste un athlète. Mais pour ce que certains comprennent, para-athlète, c'est un athlète avec un handicap. Et moi, je suis un para-athlète. Et c'est facile aujourd'hui d'être un para-athlète? Oh non, c'est pas facile. En fait, ça dépend de ta discipline, en fait. Mais ça reste toujours difficile. Par exemple, moi, le sport que je fais, c'est la course en fauteuil. Un fauteuil, ça coûte très, très cher. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas quand je dis, ouais, un fauteuil, ça coûte 750 000 roupies. Quand je dis 750 000 roupies, c'est vrai. Et ça se fait pas à Maurice, en fait. C'est fabriqué en Amérique, c'est fabriqué en Suisse, même au Japon. Mais pourquoi c'est 750 000 sans les frais de la douane, etc. 750 000, un fauteuil qu'on convertit en roupies, c'est parce que c'est en carbone en fait, le complet. Le frame, c'est-à-dire la partie où je m'assois, le guidon, c'est en carbone. Et celui qui a 750 000, c'est le moins cher. On va dire troisième gamme. Parce que, donc, tu as certains fauteuils qui sont à 750 000. Avant, c'était à 250 000, le plus cher, ou on va dire la deuxième gamme. Okay. C'était fait en aluminium et les roues étaient en carbone. Okay. Maintenant, on cherche avec toutes les technologies qu'il y a, les avancements, on cherche la facilité, la légèreté aussi. Et qu'est-ce qui va aller plus vite quand tu pousses? Donc, c'est fait en carbone. Et les roues, ça reste en carbone. Donc, mon fauteuil, que le frame, ça coûte 750 000 roupies parce que c'est complètement en carbone. Et carbone qui n'est pas vraiment léger. Il y a une partie, l'assise, c'est en aluminium. Les roues, ça coûte 150 000 roupies et c'est la troisième gamme aussi. Okay. Parce qu'il y a différents roues. Tu as différents marques. Tu as Corima, qui est mon sponsor. Tu as Zip. Tu as Honda. Oui, la voiture, la marque Honda. Tu as aussi une nouvelle roue qu'on appelle Autotech, qui est fabriquée en Suisse, qui est encore hyper chère. Et puis tu as un fauteuil de la marque Honda qui vaut environ 1,5 million, qui est la deuxième gamme. Et le plus cher, qui coûte 2,7 millions, c'est le nouveau fauteuil qui est fabriqué en Suisse, qui est complètement en carbone. En fait, pourquoi c'est très très cher? Parce que c'est fabriqué en Suisse. Et on sait que la Suisse, c'est pas très... Vous savez.
Mais et aussi, c'est comme Emirates. C'est très aérodynamique, la forme, ça empêche, quand on compare mon fauteuil, moi, s'il y a un vent de face, j'ai rien pouvoir faire. Ok. Par contre, le fauteuil Autotech qui est fabriqué en Suisse, tu as un vent de face, ça te recule pas en fait, ça coupe, ça passe. Et c'est pour ça que c'est hyper cher. Et c'est fait par Sauber, Formule 1. Donc, tous les brands que disent combien ça coûte, et je voulais un fauteuil qui coûte 2,5 millions, 2,5 à 2,7 millions. Mais on sait qu'à Maurice, c'est vraiment pas possible. Justement, en parlant de ça, est-ce que tu vois ces fauteuils-là chez tes compétiteurs quand tu vas en compétition? Oui! En fait, en ce moment, surtout, avant, on voyait la marque Toppen que j'ai, carbone et aluminium. Et il y a un nouvel type de Toppen que je viens de recevoir aussi. C'est complètement en carbone. Et tu as Honda qu'on voit souvent avec Manuel Acher ou Suzanne Ascaroni. Ce sont des championnes paralympiques et championnes du monde. Et le fauteuil Autotech, ça vient d'arriver, je crois, juste après Covid. Et en ce moment, on voit les Suisses avec ce genre de fauteuil-là. On voit les Chinois qui ont commencé à se servir de ce fauteuil-là. On voit les Anglais aussi. Et maintenant, on doit se poser la question s'il faut tripler la force que j'ai pour pouvoir arriver au même niveau que ses concurrentes, parce que plus on a la technologie, plus les nouveaux fauteuils arrivent, c'est beaucoup plus léger et tu n'as pas besoin d'appliquer beaucoup de force pour pouvoir aller plus vite. Par contre, avec un fauteuil qui coûte à 750 000, tu dois pousser à fond pour pouvoir rejoindre les autres. Et c'est un peu désavantageux pour nous. Mais on peut rien faire en fait. Quand nous, on n'a pas de sous, on n'a pas de sous. Et tout le monde me dit, ouais, j'abuse sur le prix des fauteuils. Mais non, c'est la vérité en fait. Et moi aussi, je voulais un fauteuil qui coûte 2,5 millions et qu'on sait qu'à Maurice, c'est un peu plus compliqué. Et moi-même, je me suis dit, aller demander ça à un sponsor ou même au ministère, c'est compliqué. Et si tu ne fais pas bien avec ce fauteuil-là, tu as dépensé 2,5 millions quand tu aurais pu faire autre chose avec l'argent. Tu peux maintenant nous parler de tes prothèses. Alors, ma prothèse, c'est pas fabriqué à Maurice, c'est fabriqué au Sud-Afrique. Mais la dame a un atelier ici où peut-être que certains connaissent, c'est Marie-Sanel. On a changé de nom maintenant, c'est Aspire Clinic et c'est à Beaubassin. La prothèse que j'avais au début, quand je venais de commencer à marcher, comme j'ai raconté, c'était fait, c'était pas comme ça, c'était fait en mousse pour un tuyau en aluminium et c'était recouvert de mousse et au bas c'était un peu soit un bout de bois ou un genre de pied comme ça. Mais avec, comme on dit, les nouvelles technologies, ils ont voulu faire mieux. Et au Sud-Afrique, on sait qu'il y a beaucoup plus d'avancement qu'à Maurice. Et j'ai pu avoir un pied comme ça. Et ça coûte... La première prothèse que j'avais achetée, c'était un peu comme ça. Mais ça coûtait 90 000 roupies et j'avais acheté ça en 2017, un truc comme ça. Et maintenant, avec tout ce qui a augmenté, c'est encore plus cher. Et vu que moi, je suis amputée sous le genou, c'est moins cher. Et j'ai un ami qui est amputé au-dessus du genou, donc il n'a pas de genou du tout. Et sa prothèse doit faire un genre de genou pour que ça ait un mouvement. Ça a coûté 150 000 roupies. Donc, un pied. Si tu as deux pieds, si tu fais deux prothèses, ça te coûte 300 000 roupies. Donc, c'est très, très cher, mais ça vaut l'argent parce que j'arrive pas avec cette prothèse-là, mais il y a une prothèse que j'ai
que j'arrive à mocher dans l'eau avec. Donc, je peux aller à la plage avec, je peux nager avec, je peux même aller à la piscine et nager. Mais que j'ai pas voulu tester parce que de peur qu'il y rouillait. mais je me suis dit, je dois tester parce qu'ils m'ont dit d'essayer, de voir qu'est-ce que ça fait. Et j'ai envie d'essayer, mais il fait trop frais en ce moment pour faire ça. Et cette prothèse-là, c'est une prothèse qui est extraordinaire parce qu'avant la prothèse que j'avais, je ne pouvais pas porter des talons, me situant avec tennis. Maintenant, je peux porter des savates et aussi je peux porter des talons. Je vais vous expliquer comment. Il y a un bouton là que j'appuie, ça sort ici et que je peux régler comme ça ou comme ça. Ça dépend de la hauteur du talon et après réajuster pour pouvoir marcher. Donc, à chaque fois que je change de chaussures ou de sandalettes, je dois juste réajuster parce qu'il faut que ça soit 90 degrés et sous mon genou correctement pour ne pas avoir des douleurs au bassin. Et oui, j'ai une lame aussi. Pas une lame comme Oscar Pictorius, hein. J'ai une lame parce que vu qu'il me coûte, il me fait 1m60, mais j'ai une lame d'enfant. Mais qui m'aide à courir, même si je ne cours pas. Mais à la gym, des fois, je cours un peu. Et après, la plupart du temps, ceux qui me connaissent sur Facebook et Instagram, la plupart du temps, vous voyez la prothèse, c'est à la plage ou à la piscine, comme vous faites une photo. Mais c'est une prothèse qui m'aide avant que j'ai l'autre prothèse où je peux aller dans l'eau, c'était une prothèse qui m'aidait à être dans l'eau, à nager. Bon, pas nager comme des professionnels, hein, battre, quoi, arrêter de dire, débrouiller. Mais c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire avant. Et grâce à ce genre de prothèse-là, avec la nouvelle technologie, j'ai pu réaliser mon rêve. Et maintenant, mon papa n'a pas besoin de me prendre à chaque fois que je vais à la plage pour me mettre dans l'eau. Maintenant, je peux marcher pour moi. et c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé avant et que j'ai pu réaliser en fait grâce à cette personne. Ah, j'ai 1, 2, 3, j'ai 5 prothèses. Ah non, j'ai 7 prothèses. Petit bébé et la dernière prothèse que maintenant je dois jeter parce que maman ne veut plus voir cette prothèse-là. Quand j'avais 15 ans, que je n'ai pas changé du tout jusqu'à mes 21 ans, je crois. Et après, j'ai ces prothèses-là. Donc, où sont passées mes autres prothèses? Alors, il y avait une fille qui n'avait pas les moyens de se payer une prothèse et on m'a demandé si je pouvais aider la fille. Donc, elle avait le même pied que moi et même hauteur que moi. Donc, on a voulu aider et c'est pour ça que j'ai que 2 petites prothèses, enfin 2 anciennes prothèses et le reste, c'est les nouvelles. Et les prothèses personnalisées, c'est toi qui choisis? Oui, ça, en fait, le dessin, j'ai choisi. En fait, la dame voulait tester un truc et elle m'a dit si je voulais avoir des dessins. Parce qu'avant, j'avais une prothèse rose et noire. J'aime pas le rose du tout, mais la dame aime bien le rose. Donc, en fait, fuchsia, un truc comme ça. J'ai voulu tester. Elle a voulu mettre des dessins parce que c'est quelque chose qu'elle voulait emmener, un truc nouveau dans son atelier. Et elle m'a dit de choisir un dessin. Ben, j'ai choisi ce dessin-là parce que c'était marré joli. J'aime pas les squelettes, mais ça fait très... ça flash en fait quand je mets des choses, des robes. Et après, je ne sais pas si vous vous rappelez des Jeux des îles 2019, j'avais une prothèse rouge, bleu, jaune, vert. Pour les Jeux paralympiques aussi, j'avais rouge, bleu, jaune, vert. Et en fait, on arrive à personnaliser. Il y a plusieurs types de dessins que tu peux mettre maintenant. Ça coûte aussi. mais en fait, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et aussi, ouais, tu vois plusieurs couleurs, tu vois des dessins. Tu te sens... En fait, elle essaie de mettre les gens un peu plus à l'aise parce que avoir une jambe marron ou noire, c'est un peu différent. Mais maintenant, en plus, vous savez qu'est-ce qui est mieux? Quand les enfants voient ce genre de prothèse-là, ils sont tout de suite attirés par le dessin
En fait, ils posent pas de questions, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas avec ton pied? Mais, c'est joli ça. Et moi, surtout quand les enfants me posent cette question-là, j'ai tendance à répondre, tu connais Iron Man? Je suis la copine d'Iron Man. et eux, c'est les dessins animés, c'est fantastique et la plupart du temps, on nous compare à ce genre de super-héros-là et c'est extraordinaire en fait. Rien ne me fait peur, je me tiens devant toi. Rien ne me fait peur, oui, je suis enfin moi. Rien ne peut m'arrêter, personne ne peut me stopper. Enfin libérée, je suis prête à tout donner. Je me sens puissante, impossible à détourner. Tout ce qui me hante, je suis prête à l'oublier. Rien ne peut m'arrêter, rien ne peut m'arrêter. Je suis prête à tout donner. Je pleure une fois que je suis seule chez moi, mais ça vous ne le verrez pas, et c'est bien mieux comme ça. On dit qu'il vaut mieux montrer ses sentiments pour se faire des amis, apparemment je n'y arrive pas. Rien ne me fait peur, je me tiens devant toi. Rien ne me fait peur, oui, je suis enfin moi. Rien ne peut m'arrêter, personne ne peut me stopper. Enfin libérée, je suis prête à tout donner. Je me sens puissante, impossible à détourner. Tout ce qui me hante, je suis prête à l'oublier. Rien ne peut m'arrêter, rien ne peut m'arrêter, rien ne peut m'arrêter. Je suis prête à tout donner. Rien ne peut m'arrêter, rien ne peut m'arrêter, rien ne peut m'arrêter. Je suis prête à tout donner. Rien ne me fait peur, je me tiens devant toi. Rien ne me fait peur, je suis enfin moi.